Bonjour à tous, je voulais faire une vidéo pour présenter ma façon de travailler rapidement, donc quelques pages originales que j'ai avec moi, et ensuite expliquer un petit peu des astuces ou des grandes lignes si vous voulez monter votre propre projet éditorial pour présenter un projet de bande dessinée. J'ai un ami récemment qui veut se lancer dans la bande dessinée, qui a monté son premier dossier pour les éditeurs, donc je lui ai donné quelques conseils comme je pouvais, et c'est là que je me suis dit ça pourrait être intéressant que j'en fasse part. C'est quelque chose qu'on me demande assez souvent, soit quand je donne des ateliers en classe, soit sur les festivals quand des personnes viennent me voir, me montrent leurs dessins, me disent je voudrais faire un dossier mais je ne sais pas comment m'y prendre. Euh, Moi j'ai commencé à faire mes premiers dossiers en vue de trouver un éditeur vers 2009 ou 2010. Et à l'époque, j'en ai fait énormément. Je crois que enfin énormément, tout est relatif, hein, bien sûr, mais je crois que en quelques années, j'en avais monté une quinzaine de dossiers. Donc je pense savoir à peu près quoi raconter dessus, même si ça fait longtemps que je n'en ai pas refait, parce que la vie a fait que j'ai pas eu forcément besoin, ou alors parfois je devais monter un dossier et pour raison X ou Y, le projet s'arrêtait avant qu'on ait le temps de le lancer. Donc voilà, c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais je pense quand même pouvoir dire quelques petits trucs là-dessus. Alors avant toute chose, je vais vous montrer rapidement mes planches. C'est super vieux, ça, voilà, ça date de 2017, 8 octobre 2017, comme ça c'est parfait, on a même la date. C'était ma bande dessinée Lily et Colin. C'était mon premier album que j'ai fait en même temps que Le Dernier Refuge aux éditions Glénat. Lily et Colin, ça a été publié aux éditions Plume Verte, qui est une maison d'édition de Guyane. Donc les albums ne sont pas distribués en France métropolitaine, ce qui est un peu triste et enfin voilà, c'est dommage parce que du coup il y a beaucoup de gens qui me le demandent et moi-même j'en ai très 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 peu d'exemplaires et c'est très compliqué de les faire venir de Guyane, donc bon. Tant pis, mais c'est un album auquel je tiens. Il avait été scénarisé par Delphine Laure-Thirier. Et voilà, c'est 2017, ça commence à dater un peu. Moi, j'avais fait déjà beaucoup d'albums, enfin d'albums, de participation dans des albums collectifs. Donc c'était chez des éditeurs, notamment aux éditions Petit à Petit et aux éditions de La Gouttière. Et c'est vrai que du coup, là, actuellement, à mon actif, j'ai 4 albums. J'aurais dû en avoir un cinquième que j'ai réalisé à l'automne dernier, mais ça s'est arrêté en cours de route pour des raisons de droit d'exploitation par des ayants droit. Donc bon, j'aurais dû avoir 5 albums. Enfin, j'ai fait 5 albums, mais j'en ai que 4 qui ont été publiés. Mais enfin voilà, j'avais participé à beaucoup d'albums collectifs par le passé. Voilà, c'est juste pour me légitimiser un peu, c'est ça le mot. Voilà, dire que je pense que je suis à peu près légitime à raconter des trucs. Euh, Donc moi en fait comment je vais travailler là-dessus? Je fais mon storyboard généralement en tout petit, il est très brouillon, donc il fait à peu près cette taille, il est un peu dans tous les sens, je pense que j'en ai à la fin. En plus mes vidéos sont pas très préparées, c'est assumé. Ah non, c'est pas si petit que ça dépend. Donc voilà, j'ai mon storyboard qui va dans tous les sens, je barre des cases, j'en rajoute sur les côtés, je mets des petites flèches, des petits astérix, des petites notes, etc. Voilà, donc c'est vraiment complètement en bordel. Et je vais placer mes bulles. Alors j'aime bien les mettre en orange, comme ça je sais tout de suite où elles sont. Ça, voilà, je vois. Pour moi c'est très important de les placer avant, même si le texte n'est pas là, pour estimer à peu près la taille que prendra le texte. Et voilà, que ça ne vienne pas gêner les dessins et que tout soit harmonieux et se compose ensemble. Ensuite ce que je fais c'est un espèce de petit gaufrier neutre. Généralement comment, je le numérote juste pour dire voilà ça ressemblera à ça au final, parce que ça part tellement dans tous les sens pour réestimer la taille de chaque case. Ça va me servir sur Photoshop pour redimensionner mon storyboard. Donc je le retravaille beaucoup, ça prend pas mal de temps. Je mets les marges parce que là il n'y en a pas. Et tout ça, quand c'est à peu près propre et mis dans ce gaufrier, je vais l'imprimer en bleu ciel ou en une autre couleur claire sur papier. Alors moi je travaille avec du matériel assez basique, donc c'est vraiment du papier d'imprimante on ne peut plus basique. Il faut juste que je trouve un papier qui ne bave pas quand je travaille au feutre, parce que parfois ça fait un effet buvard et du coup j'ai plus qu'à réimprimer, à recommencer. Mais voilà, enfin c'est pas du matériel qui me coûte une fortune, hein, loin de là. Je précise parce que parfois on a l'idée que dès qu'on se dirige vers les arts plastiques, on va vraiment devoir dépenser beaucoup d'argent pour du matériel. Donc certes, c'est vrai que selon le matériel qu'on utilise,
ça va être plus simple de travailler, ça va être plus agréable, etc. Et hier j'ai essayé un papier particulier, un peu... moi je trouve qu'il est un peu dufteux avec un crayon, bah, je dessinais pas du tout pareil, c'est vrai que c'était plus simple. Mais ben, vous pouvez quand même aussi commencer basiquement et vous dire de temps en temps quand je vais faire un truc vraiment particulier, là je vais prendre de la très bonne qualité, mais voilà, moi je suis partisan de dire que tout le monde peut dessiner et que parfois il y a un peu de snobisme à vouloir utiliser un matériau complètement dingue, surtout quand on débute. Bref, tout ça pour dire que du coup mes planches sont imprimées. Donc ça dépend des périodes. Parfois je travaille en format A3, parfois même en format raisin. Là j'étais plus à l'aise sur des pages en format A4. Généralement on va vous dire faites vos planches 2 fois plus grandes que le format d'impression. Par exemple Lily et Colin c'est quasiment un format A5 l'impression, donc du A4 ça va. Si votre album est imprimé au format A4, je vous conseille de faire des planches sur du A3 ou un peu plus petit ou même un peu plus grand, ça dépend. Comment vous êtes à l'aise aussi, parce que certains n'aiment pas dessiner en petit, certains n'aiment pas dessiner en grand. Donc là, c'est à vous de trouver ce qui vous convient le mieux. Mais l'intérêt, c'est quand vos planches vont être imprimées au moment de l'impression, de l'édition, etc., votre trait va paraître plus fin et ça va vraiment faire plus détaillé, ça va faire plus joli, etc. Par contre, si vous dessinez d'emblée en tout petit et que vos planches sont agrandies, le trait va paraître gras, c'est un risque à ce que ce soit pixelisé et ça va pas forcément faire très, très beau. Après, ça dépend de l'effet que vous voulez avoir. Voilà, donc imprimé en bleu. Parfois, je fais des petites retouches, on peut les voir, donc au crayon couleur bleue dans ces cas-là. Et je viens faire mon ancrage ici avec un feutre fin noir, donc c'est le SES, je ne sais plus, SES CZ peut-être, 6C, je sais plus, de chez Pentel. Ça se trouve facilement, hein. Vous tapez Pentel SES sur internet, vous allez les trouver. L'inconvénient de ce feutre, c'est qu'il n'est pas waterproof. Il a une belle mine qui fait des pleins et des déliés, mais elle s'écrase très vite. Donc moi, avec ça, je fais 2 pages et après, je peux plus me servir du feutre parce qu'il est déjà trop écrasé, donc ça me fait un trait trop gras. Ça, c'est vraiment son inconvénient. Donc voilà, je viens faire mon ancrage. Parfois, vous voyez, je retape un peu de perspective. Maintenant, ça, je le ferai davantage au crayonné pour avoir une base plus solide. Parce que je pense que c'est une époque, je pensais gagner beaucoup de temps en imprimant directement mon storyboard. Et ça me permettait de me lâcher aussi plus sur le trait, parce que si j'avais un crayonné trop abouti, j'avais l'impression de faire du décalcage et mon trait était très figé, c'était pas joli. Donc le fait d'imprimer mon storyboard, ça me permettait de réinventer le dessin et d'avoir quelque chose de plus dynamique, plus souple. Mais ça a ses limites. Voilà, donc ancrage. Et comme vous pouvez voir, il y a déjà à ce moment-là des petites notes, etc. Moi je fais beaucoup de bidouilles. Il y a des endroits, il y a du blanco. Là ça va, elles sont à peu près clean ces planches-là. J'ajoute les marges définitives et les bulles sur Photoshop. Alors là vous voyez, je les avais quand même réécrits au propre sur mon storyboard. Je sais pas si ça se voit, mais on voit que c'est une écriture numérique. Pour être sûr de l'emplacement des bulles. Voilà, donc tout ça, ça prend beaucoup de temps. Chaque étape est très longue. Pour une page, en couleur, moi je mets facilement entre 20 et 30 heures, 35 heures selon ce qu'il y a à dessiner et selon les décors, etc. Mais enfin voilà, c'est vraiment le temps moyen. Pour moi, c'est à peu près 25 heures, même s'il n'y a quasiment pas de décor, pas énormément de personnages, etc. C'est vraiment long et chaque étape est très longue. Ça paraît pas forcément comme ça, et puis il y a ce côté en dédicace, on voit les gens qui dessinent très vite, donc ça donne cette illusion de rapidité, mais en fait, quand c'est pour un travail abouti, où il faut réfléchir au cadrage et il faut des trucs précis, chaque étape prend du temps, et puis il y a toute la partie graphisme, de retouche Photoshop et tout qui est super longue. Voilà. Donc là par exemple, c'est typiquement ce que je faisais à l'époque, que je fais encore d'ailleurs. Donc voilà, j'avais mis un coup de blanco sur la main parce qu'elle était ratée, je l'avais redessiné en bas dans la marge. Et après, je fais un montage sur Photoshop pour remettre tout ça bien. Donc ça dépend des fois. C'est vrai que maintenant, je préfère avoir un crayonné plus abouti pour que mon ancrage soit plus propre. Parce que, en fait, faire des bidouilles Photoshop, ça prend un temps fou et je suis pas sûre que c'était... Je sais pas si j'étais gagnante en termes de temps finalement à l'époque en faisant ça. Je cherche s'il y a des pages intéressantes. Voilà, là par exemple, j'avais complètement raté la tête. Je l'ai redessiné à côté, j'ai fait mon montage. Donc j'aime bien montrer ces pages-là parce qu'elles sont vraiment pas clean dans le sens où il y en a dans tous les sens. Et je trouve ça marrant aussi de montrer les coulisses où parfois
entre, ben voilà quoi, entre la création et le résultat final, il y a quand même un gros décalage. En plus avec la couleur qui vient sublimer un peu les choses et parfois où les traits sont un peu estompés ou au contraire remis en avant, ça va vraiment complètement changer. Voilà, donc je trouve ça plutôt intéressant. Bon, là, il n'y a même plus de cases, c'est n'importe quoi, mais je trouve ça rigolo. On voit aussi qu'il y a une progression au fur et à mesure des chapitres. Ce sont des chapitres de 6 pages. Et moi, je vois vraiment la différence entre la toute première page et ici. Les personnages, je les connais mieux, je les ai plus en main. Et en fait, quand on fait un album, on fait tellement d'images. On va dire que c'est facilement entre 6 et 10 images par planche. On fait tellement d'images que bah, forcément, vous allez progresser super vite quand vous faites un album. Donc ça, c'est super gratifiant. Ça, c'était un essai de couverture. Finalement, c'est devenu un ex-libris. Là, c'était un croquis pour la page de garde et les croquis pour proposer différentes couvertures. Donc c'est celle-là qu'on a gardée. À la base, c'était celle-ci. Je pense qu'avec les éditeurs, on en a parlé. On s'est dit le petit Pian. Comment ça s'appelle en français? On dirait Jean-Claude Van Damme. Pian, c'est du créole, je crois. L'opossum, un opossum souris. Il était ici. Les personnages avaient l'air vraiment affolés. C'était mieux d'avoir un personnage qui est juste un petit peu troublé, étonné, l'autre souriant et le jeu de regard avec, avec l'opossum. Donc ça c'était marrant en fait, je m'étais inspirée d'une couverture de Yakari où il y a un échange de regards, il y a Yakari, petit tonnerre et je crois qu'il y a un lapin ici. Je m'étais inspirée de cette construction, je me disais ah ça marche bien le petit jeu de regard. Donc voilà, merci monsieur Derib de m'avoir influencé sans le savoir. Voilà, et là on va déjà réfléchir à la mise en page de où sera le titre, où seront les noms des auteurs ou autrices, la maison d'édition, etc. Voilà, donc pareil, là c'était des recherches, là c'est pour la 4e de couverture. D'autres pages de garde, on avait décidé de présenter les personnages en faisant des photos, un peu comme dans, je crois que c'est dans le Petit Spirou qu'il y a ça, dans Cédric, enfin c'est une technique assez classique. Dans les Cannibales aussi, pour présenter les personnages, l'air de rien, des photos avec des scénettes rigolotes. Ça permet d'apporter quelque chose, on voit ça sur une table, donc avec des petits éléments apportés à droite à gauche. On a un lexique parce que dans cette bande dessinée là on a beaucoup de noms créoles, donc on venait un petit peu expliquer et tout, et puis ça fait un peu un prétexte pour avoir ce petit bonus de fin. Voilà, donc là c'est le storyboard. Voilà, donc pour ça j'ai fait le tour, j'en profite pour redire, quand vous faites votre page, moi je vous conseille de faire maximum 3 ou 4 strips, ça va dépendre du genre de bande dessinée que vous faites et surtout du format d'impression. On dit pour un manga 3 strips, pour une bande dessinée franco-belge classique, format A4, 4 strips, donc les strips c'est les bandes, ici comme ça. Pour un manga, 5-6 cases maximum dans une page, pour une bande dessinée, entre 7 et 10 cases. Moi, vraiment, je vous déconseille de faire plus de 10 cases, sauf si c'est pour une page particulière où il faut qu'il y ait plein d'effets et plein de cases, ou alors qu'elles sont très harmonieuses et que ça se goupille bien, mais vraiment... ouais, 11 cases max. Quand ça commence à être à partir de 12, ou que parfois je vois des planches de bande dessinée où on se retrouve avec 15-16 cases, c'est vraiment... Enfin, moi, je trouve que ça devient illisible, c'est trop, il y a trop d'informations, et votre page, elle est complètement bouchée. Parce qu'il n'y a pas assez de place et du coup ça veut dire vous devez faire des toutes petites cases, vos personnages et vos décors ne sont pas mis en valeur, c'est vraiment dommage. Si vous pouvez vous le permettre, ben, vous répartissez ça sur 2 pages différentes et ce sera mieux quoi. Voilà. Donc pas hésiter, et puis à bien prendre de l'espace, à dézoomer aussi. Parfois quand on débute, on veut être trop près des personnages. Peut-être que c'est un peu par flemme parfois, je parle d'expérience, parce qu'on se dit ouais, ça passera très bien, je vais faire un plan américain, comme ça il n'y aura pas beaucoup de décors. Oui, mais même si c'est long, si c'est fastidieux, ben, n'empêche que vous le regretterez pas si vous tapez un super beau décor, même si ça vous prend du temps, même si en termes de perspective c'est compliqué, ça va avoir une autre gueule et ça va être mieux. Donc voilà, faites l'effort de faire des belles cases aérées, des beaux décors, même si c'est long, même si c'est chiant. Et voilà. Alors, du coup, je vous présente un projet beaucoup plus récent que j'ai fait, je crois que c'était en mars ou avril, ou les deux, je ne sais plus trop. C'est pour un collectif de bande dessinée apparaître aux éditions Petit à Petit. C'est leur collectif sur les villes. Donc là, c'est pour Amiens en bande dessinée. C'est le tome 2 qui sortira. Avant-première.
Donc voilà, moi comment je travaille. Là, on avait un personnage qui a réellement existé, donc Boucher de Perthes, était une icône de la ville d'Abbeville, premier archéologue qui a... peut-être pas premier archéologue, pardon, je crois que je dis des bêtises, mais en tout cas c'est la personne qui a mis en avant l'idée même de la préhistoire à une époque où on était, comment dire, la population était très croyante et pour les gens c'était Adam et Ève et avant il n'y avait rien. Et donc il a commencé à mettre en avant l'idée qu'on a eu des hommes antédiluviens. Bref, du coup le personnage a existé, donc j'ai pris des photos de ce que j'ai pu trouver, parce que ça se passe vers les années 1830-1850. Donc j'ai trouvé un portrait de lui quand il était très jeune. C'est pas l'époque qu'on voulait, mais ça peut quand même donner des indications sur ses traits. Et sinon, il y avait une ou deux photos de sculptures de son visage qui avaient été faites. Donc voilà, après, il faut composer avec ça, il faut essayer de réinventer tout en restant fidèle. Donc je fais d'abord des portraits assez réalistes. Pour ceux qui ont vu ma vidéo où je suggère des pistes pour apprendre à dessiner les animaux, moi je recopie d'après photo les choses pour essayer de les comprendre et ensuite je vais les cartooniser un petit peu ou les styliser. Parce que tenir sur la longueur avec un dessin de ce genre-là d'après photo, c'est pas que j'en suis pas capable, c'est qu'en fait je vais me brider, en fait je vais toujours avoir besoin d'avoir la référence photo, ça va être compliqué, je vais pas m'approprier le personnage, donc je vais garder une distance et ça va se sentir en fait à la narration. Parce que si vous ne vous l'appropriez pas un minimum, on va voir que vous n'avez pas d'attachement à votre personnage, il va être un peu figé, enfin, ça risque de se voir. Donc moi j'aime bien faire des recherches sur les costumes d'époque, etc. Parfois ça me prend beaucoup de temps, mais c'est quelque chose que j'aime bien. Donc voilà, j'avais regardé les costumes à l'époque, à quoi ça ressemblait, les chapeaux de forme, on a un dessin qui a rien à foutre là. Moi j'aime bien faire des trucs comme ça de temps en temps. Donc des petits éléments, je voulais qu'il ait une broche par rapport au personnage qu'on décrit et tout, qu'il ait des petites fantaisies sur lui. Ça se voit pas dans les planches finales, mais voilà, il avait une feuille de ginkgo en broche accrochée à son veston, parce que ça fait référence à la préhistoire, etc. Des personnages de policiers, donc vers les années 1830-1850, donc pareil, costume assez complexe. Je voulais rajouter un cheval, ça a été un peu compliqué par rapport à la taille des cases, donc finalement on le voit pas. Mais... Donc voilà, c'était beaucoup de documentation. Là, ça se voit pas, mais j'avais, je sais pas, j'avais au moins 30 images juste pour faire ces miliciens qui apparaissent sur deux cases au final. Après, j'étais pas obligée hein, de faire tout ce travail-là. Il y a certains auteurs qui vont zapper cette partie. Moi, j'avoue, c'est aussi parce que j'aime bien, ça me plaît, donc forcément on s'investit plus sur des choses qui nous parlent. Pour les visages, faites bien attention d'avoir des personnages qui ont des visages bien différents, même si vous avez votre style de dessin et si vous maîtrisez super bien une façon de dessiner les nez, les mentons, les grands yeux ou quoi que ce soit, essayez quand même de les varier parce que s'ils se ressemblent tous, ça va être compliqué. Donc inspirez-vous de gens que vous connaissez, inspirez-vous d'acteurs, inspirez-vous de photos. Voilà, allez chercher à l'extérieur en fait pour vous en inspirer et après, pareil, réappropriez-vous les choses. Voilà, donc ensuite on a les personnages plus ou moins principaux. Donc moi j'ai vraiment bien aimé chercher la robe, j'avais regardé plein d'images, la coiffure aussi, les chapeaux. Ouais, c'est quelque chose que j'aime bien faire, ce travail de documentation. Et là je voulais vraiment que tous les personnages soient bien habillés différemment. Le truc c'est que selon la classe sociale aussi, à un moment on m'a dit ah, ça, enfin c'est mon éditeur qui m'a dit ça, fais attention parce que le personnage va un peu trop passer pour quelqu'un de bourgeois alors que c'est pas forcément le cas, donc il faut montrer ça autrement. Lui par contre c'est ok, mais là les deux ils vont être habillés pareil, donc voilà, c'est pour ça aussi que ça peut être un peu fastidieux, parce que là j'avais pas énormément de personnages, mais je voulais vraiment qu'ils soient pas habillés de la même façon pour pas que ça fasse un genre d'uniforme, et ça peut être un petit peu long. Voilà, donc quand j'ai fait tout ça, je vais faire une espèce de charte de couleurs, donc on la voit ici. Je sais pas si on voit très bien parce que c'est quand même imprimé en petit. Ça prend vachement de temps, enfin moi en tout cas ça me prend vachement de temps, parce que l'idée c'est quand même de faire des codes, de simplifier et d'avoir des couleurs harmonieuses qui se marient bien les unes avec les autres. Aussi d'avoir quelque chose d'assez contrasté. Il faut que si vous le passiez en noir et blanc,
on continue de voir que ça fasse pas juste un aplat gris à peu près de la même couleur. Faut que ça vous donne des gris très clairs, des gris très foncés, des gris moyens, etc. pour que ce soit harmonieux. Donc là, en plus, l'impression de cette épreuve, elle est assez sombre par rapport à ce que j'avais sur mon ordinateur. J'espère que ce sera mieux imprimé par l'éditeur. C'est pas moi qui ai fait les couleurs au final, j'ai demandé à Luca, qui est une dessinatrice et coloriste vietnamienne et russe. Pardon, thaïlandaise et russe, n'importe quoi, elle a la double nationalité, que j'avais rencontrée en 2013 alors que j'avais travaillé à Moscou pour une semaine lors du festival de bande dessinée de Moscou. Voilà, ça a été une autre époque, hein, c'était il y a 10 ans. Et voilà, du coup, j'ai quand même fait la charte des personnages parce que je voulais indiquer à Luca ce que je voulais et je tenais à avoir cette charte parce que j'avais vraiment réfléchi à comment ils allaient être habillés et par rapport à la documentation que j'avais. Après, j'ai laissé Luca se débrouiller. D'ailleurs, elle a fait un travail vraiment super. J'en suis très contente. Du coup, juste par souci de lisibilité, j'avais collé les personnages en noir et blanc avec leurs noms, etc. En dessous, personnages en noir et blanc colorisés. Et dernière épreuve, j'avais enlevé l'ancrage pour qu'on ne voit plus que la couleur, pour que Luca puisse venir piocher les couleurs sur Photoshop plus facilement. Parce que si vous avez votre ancrage au-dessus, ça risque d'être plus compliqué quand vous venez attraper les couleurs à la pipette sur Photoshop, parce que ça va laisser potentiellement laisser des petites traces grises que vous ne voyez pas forcément à l'œil nu et du coup vous n'aurez pas la bonne couleur. Donc voilà, le principe, moi, quand je fais une mise en couleur, c'est de faire d'abord tous les aplats, donc des couleurs neutres, c'est le même principe que pour les dessins animés en 2D d'époque, et ensuite vous venez ajouter des filtres par-dessus pour mettre une ombre, pour mettre une ambiance générale, s'il fait nuit, si on a un crépuscule, donc une lumière un peu orangée, etc. Moi, à la base, je pars vraiment sur mes aplats très aplats, quoi. En fait, il n'y a aucune nuance dans les couleurs. Voilà, donc j'ai fait ce travail-là, donc après, ça dépend l'ordre des choses. Vous pouvez faire le storyboard avant ou après, ça c'est à vous de voir. Moi, je crois que ça, je l'ai fait avant parce que j'avais besoin de savoir quand même à quoi allaient ressembler mes personnages avant de faire mon storyboard. Donc le storyboard, voilà, c'est comme pour Lily et Colin, j'ai vraiment pas changé de technique. Ça reste dans tous les sens, il y a des cases qu'ils ont refaites, des machins, des grosses flèches, le gaufrier à côté pour noter à quoi ressembleront les cases. Vous voyez, il y a des petites notes, donc là, la case 3, le strip 3, 4, 5, plus petit. Je sais même pas ce que c'est. Voilà. Du coup, c'est pour montrer à quel point c'est brouillon en fait à certaines étapes. Il y a des petites notes partout. Alors là, visiblement, je calculais en même temps les histoires de paperasse dessous. Des croquis qui n'ont rien à faire là. Toujours les bulles en orange. Là, ça avait été compliqué parce que j'ai pas précisé, c'est Guillaume Magny qui a scénarisé toutes les histoires de cet album. C'est lui aussi qui avait scénarisé tout le tome 1. Comme c'est quelque chose qui se veut historique, on essaye de placer beaucoup. Enfin, là, c'est le scénariste qui l'a fait. Moi, j'ai vraiment juste fait les dessins là-dessus. L'idée, c'est aussi quand même de transmettre beaucoup de choses historiques, de parler, etc. Donc parfois, ça fait des textes un peu trop gourmands par rapport à la taille de la page, parce qu'il faut quand même qu'ils restent lisibles. Donc on ne peut pas les rapetisser à l'infini. On ne peut pas non plus complètement venir envahir le dessin avec. Donc parfois, il faut reparler avec le scénariste pour couper des morceaux de texte, voir si on peut réagencer les phrases autrement pour qu'on garde l'idée, mais que ce soit plus court, etc. Voilà. Je cause des... Pardon, je redécouvre des trucs en même temps. Voilà, donc là, ça c'est marrant, enfin moi je trouve ça marrant. La case est juste représentée par une croix, représentée, parce que je savais que je voulais une image dans la ville, et dans ces cas-là, si c'est une ville qui existe vraiment, etc., ça m'arrive en fait de prendre une photo, ou une gravure d'époque, peu importe selon, et je l'insère sur Photoshop, et quand je vais imprimer mon storyboard en bleu ou en couleur claire, je vais voir la photo et c'est pas du décalcage, mais je vais la redessiner par-dessus. Ça m'évite de devoir taper une perspective compliquée, d'avoir du mal, etc. Et pour un résultat où je sais que moi je vais me planter, ce sera pas incroyable parce que je suis pas extrêmement bonne en perspective et en plus ça va manquer de détails et tout. Moi je préfère prendre une photo que je réinvente
je sais que ça sera un meilleur travail et qu'en plus, techniquement, ce sera plus abouti, il y aura plus de détails et surtout ce sera fidèle en fait à la vraie image en fait. Là pareil, première case, on voit la ville d'Amiens vue, comment dire, enfin, surtout on voit la cathédrale en grand et c'est un endroit typique de la ville, très connu depuis toujours en fait. Et, et donc j'avais pris une vraie gravure d'époque et là j'avais juste fait un peu mon décor pour voir quel plan je voulais, donc quel genre de photo ou de gravure il fallait que je cherche. Et après j'ai redessiné par-dessus. Donc oui, on peut voir ça comme de la triche. Après il faut quand même savoir dessiner pour le faire. Et même d'un dessinateur à l'autre, on va pas avoir la même façon de venir réancrer une photo. C'est plutôt intéressant. Et c'est pas forcément évident non plus. Voilà. Une fois que j'ai fait mon storyboard, je suis venue faire mon crayonné sur Photoshop. Donc quand je disais que maintenant je fais des crayonnés super poussés, voilà, ça ressemble à ça. Moi je trouve quand même que c'est assez abouti. Donc je fais ça à la tablette, je fais ça à la tablette graphique. Donc on voit encore des traits de construction parce que ça m'intéresse pas de les gommer. Enfin c'est pas grave en fait. Voilà, je sais pas si on voit là, on voit un petit peu les traits de construction, etc. Et donc on a quelque chose quand même d'assez abouti qui va être assez proche du résultat final. Voilà, donc c'est ça que je voulais dire. Là voilà, j'imprime directement ma gravure. Ces storyboards là, je vais les imprimer en plus grand et en bleu ciel ou en rose pâle ou en orange pâle ou même en jaune parfois. Pas trop pâle non plus parce que à un moment j'imprimais en jaune très pâle, je voyais rien à ce que je faisais donc c'était dur parce que déjà je voyais plus mes traits et en plus je me faisais mal aux yeux donc faut trouver un juste équilibre parce que si votre couleur est trop sombre vous n'arriverez plus à l'enlever sur Photoshop, enfin c'est compliqué tout ça, faut faire des petits tests. Voilà, là c'était pour montrer à mes élèves que j'avais imprimé ça et là je crois que c'était l'avant-après. Cette case-là était un petit peu basculée pour que ça fasse moins linéaire et qu'on rentre dans la pièce autrement. Et quand vous basculez une image, vous faites comprendre qu'il y a un truc qui cloche. Ça marche aussi comme ça au cinéma. En principe, on va vous pousser à lire votre bande dessinée de gauche à droite, donc à la construire de façon à ce que les personnages aillent de gauche à droite. Là, il y a un truc qui ne marchait pas. D'ici à ici, et c'est mon conjoint qui a regardé, qui a dit pourtant il fait pas de bande dessinée mais il a l'œil. Il m'a dit retourne juste la case pour voir et ça marchait beaucoup mieux. Donc, merci Étienne, tu es merveilleux. Voilà, donc c'était surtout pour ces deux cases là je crois, et juste retourner, ça fonctionnait beaucoup mieux. C'était plus facile de placer les bulles aussi, puisque là on les voit pas mais il y avait des bulles à placer. Voilà, en fait c'est juste pour vous montrer, c'est quand même assez détaillé, etc. Moi j'avais peur de perdre ma marge de manœuvre dessus, parce que comme je suis habituée à ancrer directement sur mon storyboard, je me suis dit, waouh, là je vais tout décalquer bêtement, ça va être moche, ça va être très figé, etc. Je vais jamais m'en sortir. Et du coup, volontairement, c'est aussi parce que c'est une époque où j'étais tout le temps sur la route pour aller dans des établissements parfois assez loin de chez moi. Donc j'avais très peu de temps pour dessiner. Donc j'ai dû trouver des astuces pour faire mes pages très rapidement. C'est aussi pour ça qu'on a fait appel à Luca pour les mettre en couleur. Je devais faire la mise en couleur et à un moment j'ai dit non là clairement ça va pas être possible. Donc j'ai dû trouver des astuces pour faire mon ancrage assez rapidement et continuer les planches assez vite. Donc j'avais un style de dessin un peu plus lâché que d'habitude, peut-être un peu plus stylisé et tout. Enfin, je sais pas si on voit la différence avec les autres choses que j'ai pu faire. Par exemple, je pense aux planches de Pennison que j'ai faites avec Christophe Cazeneuve, qui sont semi-réalistes mais quand même assez poussées. Le trait est, je pense, assez clean, etc. Là, j'ai cherché un truc un peu plus crade, un peu plus abouti, et aussi inspiré de mon album L'Or des Fous, avec des effets assumés, d'ombrage, etc. Donc, assumer le côté retourner à quelque chose qui ressemble à un crayonné. Pour moi, c'est pas un crayonné. Le crayonné, moi, dans ma tête, c'est vraiment l'épreuve du brouillon très poussé, où on va avoir les bases. Et pour moi, ce que j'appelle l'ancrage, c'est la mise au propre. Donc pour moi, ça, c'est un ancrage. Même si ça fait beaucoup plus crayonné que ça, paradoxalement. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas pourquoi c'est là. Bah en fait voilà, si je sais pourquoi c'est là. C'est juste là, du coup c'est la planche originale, on voit encore les traits. Donc là ça a été fait au jaune, j'ai dû me faire mal aux yeux en le faisant, je me rappelle plus. Donc après je le scanne, je le mets sur Photoshop. Il y a un outil sur Photoshop qui permet d'enlever très facilement en 2 clics toute couleur.
Donc si vous avez un ancrage bleu, rose, violet ou quoi que ce soit, vous pouvez l'enlever très facilement. Ensuite, j'applique les niveaux pour faire ressortir les contrastes, donc que les blancs soient plus blancs, les noirs plus noirs, les gris plus sombres, etc. Et là, je vais venir ajouter mes cases sur Photoshop avec les marges déjà préfaites. Comme ça, voilà, si ça dépasse ou quoi, ça va être tout clean. Et ensuite, je vais venir mettre les bulles. Là, ça dépend. Je crois que là, je les ai mises tout à la fin. Peut-être parce qu'on n'était pas sur des textes. Je me rappelle plus. Voilà donc à quoi ressemblent les planches originales. Moi, j'aime bien faire ces petits trucs de tramage et tout. Je trouve ça assez méditatif comme technique. Moi, j'aime bien faire ça. C'est comme si je faisais un mandala. Je viens faire mes petites hachures, mes petites trames, mes petits motifs, mes petites lignes, etc. Ça prend du temps. Mais en fait, une fois que vous avez accepté que vous êtes là pour prendre votre temps, que c'est pas un concours de vitesse, etc., ben, ça fait vraiment du bien, c'est agréable, c'est plutôt zen. Parce que contrairement à ce qu'on pense, le côté les dessinateurs amis des papillons qui s'éclatent et tout, moi je connais une réalité où parfois on a vraiment des délais. Ça a coupé, je sais pas quand est-ce que ça a coupé, j'espère que c'était il y a pas trop longtemps. Bon, je suis un peu dépassée du coup, c'est pas grave. Donc j'étais en train de dire, parfois en tant que dessinateur, contrairement à ce qu'on peut penser, on dessine des choses qu'on aime, on est content, mais on a des délais tellement serrés qu'on n'a pas le temps d'en profiter. C'est après coup, on se dit ah mais j'ai fait ça, mais en fait c'était trop bien, puis je rêvais de le faire depuis des années. Mais sur le coup, c'est un peu frustrant parce que moi ça m'arrivait d'avoir des commandes, c'est exactement ce que je rêvais de faire, mais en fait j'avais tellement peu de temps pour le faire, ou alors les conditions extérieures étaient tellement compliquées à ce moment-là, que ben voilà, on fait son truc super à l'arrache et voilà. Donc le fait de réapprendre à prendre le temps de faire ses planches et à prendre du plaisir vraiment à les faire, je pense que ça dépend vraiment des auteurs, mais pour moi c'était un peu une redécouverte, quoi. Donc voilà. Je continue de les montrer un petit peu rapidement. Là les jaunes avaient été imprimés plus sombres visiblement, j'ai dû le faire en 2 fois à mon avis. Ça a dû poser des problèmes de calibrage au moment où je l'ai passé sur Photoshop. Voilà, là on revoit les planches, donc l'avant-après. Je sais pas s'il y a grand chose à dire de particulier dessus. Parfois les dessins sont un peu retouchés, là j'avais fait en sorte de justement ne pas avoir à retoucher pour ne surtout pas perdre de temps, comme j'étais déjà... C'est pas que j'étais en retard, c'est qu'en fait j'avais tellement de choses à faire que on me disait t'inquiète c'est pour dans 2 mois, et moi je me disais oui mais 2 mois c'est dans 2 mois c'est demain pour moi. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Bon là c'est d'autres planches qui n'ont rien à voir, c'était sur les oiseaux, pour le festival de l'oiseau 2023. Voilà. Du coup, juste par rapport à votre dossier éditorial, si vous faites un dossier, déjà je vous conseille d'aller sur internet, vous tapez comment faire un dossier éditorial, comment monter un dossier ou quoi que ce soit, ou alors d'aller directement sur des sites d'éditeurs. Par exemple, je crois que c'est Delcourt qui a marqué clairement, ça doit être Espace Pro, envoyez-nous votre dossier, et je crois qu'ils ont, si je me souviens bien, qu'ils ont fait une page de comment faire votre dossier. Vous nous envoyez ça, 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 ça et ça. Et point, point. Rien de plus, rien de moins, etc. Donc au moins vous aurez ça de noté quelque part. Ça va être un bon guide et ça va pouvoir s'appliquer à toutes les maisons d'édition. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Si vous faites votre propre dossier de bande dessinée tout seul, si vous faites le scénario plus le dessin plus la couleur, à ce moment-là, je vous conseille, vous faites un petit pitch très court de vraiment 3 lignes maximum de bonjour, mon histoire ça raconte ça et ça et ça. Point. Ensuite, vous faites un synopsis plus développé. Donc là, vous pouvez y aller, on va dire quand même 2-3 pages max, peut-être 4, mais imaginez quand même que les éditeurs reçoivent des centaines de dossiers. Je ne sais pas si c'est par jour, mais en tout cas, ils en reçoivent vraiment beaucoup. Et il faut aussi se mettre à leur place de quand on en a déjà vu 10, on fatigue. Donc même si on a la meilleure volonté du monde, parfois c'est un petit peu compliqué quand on voit un manuscrit qui arrive comme ça, paf, on va pas avoir envie de le lire, quoi. Et même si on fait l'effort de le lire, ça donne pas envie. Donc pitch très court, synopsis 2-3 pages max, où là vous allez vraiment pouvoir développer votre histoire et tout. Essayez de bien tourner vos phrases, essayez de rendre ça attractif. Essayez d'imaginer que c'est pas vous qui l'écrivez et qu'est-ce que ça fait quand vous le lisez. Il faut que ça reste quand même tranquille à lire, que les informations restent claires, etc. Une note d'intention, ça c'est vraiment important en fait parce que
le même projet, selon qui le dessine, qui le traite et ce qu'on veut faire derrière, ça peut être pour la même histoire, ça peut être une comédie ou la pire tragédie du monde. Donc note d'intention, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez en faire, c'est quoi l'idée que vous voulez faire passer. Vous pouvez aussi dire quels artistes vous inspirent, que ce soit des écrivains, des dessinateurs de bande dessinée, des réalisateurs de films, etc. Vous pouvez aussi dire directement, j'en sais rien, moi je suis super influencé par Fight Club et j'aime le rendu des images, j'aime l'ambiance, etc. Moi je veux faire quelque chose dans ce style-là. Je dis n'importe quoi, hein, c'est pour l'exemple, mais voilà. Donc, note d'intention, c'est vraiment important pour dire ce que vous voulez parce que moi je sais que ça m'est arrivé il y a longtemps. J'avais rencontré c'était vraiment à mes tout débuts, j'avais rencontré une directrice de collection de chez Glénat avec qui j'ai travaillé plus tard sur Le Dernier Refuge. Et j'avais un projet, je pense que moi-même je savais pas du tout où je voulais aller. À la fois j'étais quand même assez braquée sur mon idée, donc c'était un peu particulier. Et en fait on s'est très mal compris avec la directrice de collection. Elle a vu une image où il y avait un chien de dessiné, alors que pour moi c'était vraiment juste un gribouillis comme ça dans un coin. Et elle a pensé que mon histoire était autour de l'héroïne et de son chien, alors que le chien il avait rien à faire là. Et donc elle m'a demandé de refaire le dossier, on s'est embarqué dans un truc qui n'avait rien à voir avec l'idée de départ et tout, qui aurait pu donner quelque chose de sympathique, ça n'a pas abouti finalement, mais c'est juste que ça n'avait plus rien à voir avec mon idée de départ. Donc la note d'intention, essayez quand même d'être clair, juste pour qu'on sache ce que vous voulez. Donc ça c'est pour la partie texte. Après, pour la partie dessin, vous pouvez faire ce que je vous ai montré tout à l'heure, une présentation des personnages, donc très simple, vous les faites soit en pied comme j'ai fait, mais là ça fait un peu dessin d'animation, celui-là, ça évitez. Faites plutôt des postures qui vont leur ressembler. Par exemple, celui-là, c'est quand même plus parlant. Ça c'est pareil, c'est pas terrible pour un dossier dans le sens où ils sont complètement figés. Ils sont juste là pour faire les porte-manteaux et c'est pas très intéressant. Donc si vous faites une galerie de personnages, mettez-les dans une attitude, un posing qui va leur ressembler. Donc ça peut vraiment être bien. Vous pouvez les faire en couleur ou en noir et blanc. Vous imposez pas la couleur. Si vous n'aimez pas en faire ou si vous n'êtes pas à l'aise, montrez tout en noir et blanc, c'est pas grave. Donc voilà, avec les noms, vous pouvez si vous voulez mettre un petit texte à côté pour... mais vraiment court, hein, faites simple. Pour dire, bon bah voilà, c'est tel personnage, il est gentil, il aime bien aller au karaoké pour crier du death metal après son boulot, et voilà, et lui par contre, il est méchant, et puis il s'acharne sur ses employés. Je parle de la série Agretsuko sur Netflix que je viens de voir. C'est un petit dessin animé avec un panda, c'est vachement bien si vous avez l'occasion, sur la souffrance au travail pour la première saison. Bref, là je m'écarte complètement. Donc voilà, vous pouvez faire une petite fiche avec des personnages. C'est pas obligatoire, mais c'est quand même un plus. Vous pouvez, si vous êtes à l'aise en croquis, mettre des pages de croquis, mais complètement pêle-mêle, hein. C'est pas grave si c'est pas construit ou quoi. Ça va donner une idée de ce que vous êtes capable de faire en croquis. Parce qu'il y a des gens, ils sont très bons en croquis, ça va être très dynamique, c'est très beau. Et ils n'ont pas la bonne technique d'ancrage, ou ils savent pas encore bien ancrer. Et leur ancrage va pas être terrible. Moi, ça m'était arrivé, j'avais montré un projet en 2010 à des directeurs de collection de chez Soleil. C'était lors du festival de bande dessinée d'Angoulême. C'était des genres de speed dating où les gens passaient avec leur dossier et les montraient. Et je m'étais un peu fait défoncer, hein, ça, c'était vraiment pas un bon souvenir. Ouais, c'était dur, j'étais ressortie en pleurs. Mais les directeurs de collection avaient trouvé que mes planches étaient vraiment pas terribles, que l'ancrage était moche. Enfin, je m'étais bien fait allumer. Et d'un coup, alors que j'allais repartir, ils avaient vu des croquis préparatoires que j'avais fait, que je comptais même pas montrer. Ils m'avaient dit, mais ça n'a rien à voir, ça c'est vachement bien, mais qu'est-ce que tu fous au moment de ton ancrage, qu'est-ce qui cloche? Donc voilà, si vous êtes à l'aise en croquis, n'hésitez pas à rajouter des planches dans votre dossier. Et ensuite, pour les planches en elles-mêmes, 2 planches minimum, vous pouvez en faire jusqu'à 5 ou 6, mais on va dire en moyenne 3-4, je pense que c'est un bon format. Pour les planches, ne faites pas forcément les planches du début de votre album. Vous pouvez faire par exemple la première planche, une planche du milieu, une planche de la fin. En fait, l'important, ça va être de montrer la dynamique de votre album. Si votre début commence très doucement, mais qu'après tout le reste de l'album, c'est de l'aventure épique, etc., bah, montrez ce qui est représentatif, tout simplement. Essayez aussi de choisir des pages qui envoient un peu, quoi, avec des beaux décors et tout. C'est vraiment le moment de... C'est votre CV, hein, ça va être le moment de montrer ce que vous savez faire.
Ne montrez pas trop vos faiblesses, c'est pas le moment. Donc si vraiment il y a un truc que vous ne maîtrisez pas ou quoi que ce soit, c'est pas le moment de le faire dans votre dossier, c'est pas une bonne idée. Je dis pas qu'il faut mentir à l'éditeur. Si vous ne savez pas bien dessiner les décors, vous pouvez lui dire franchement, et ça va être aussi son rôle de vous aider à trouver des astuces, soit pour vous perfectionner, soit pour contourner vos faiblesses. Donc je dis pas qu'il faut mentir, mais c'est pas la peine d'aller vous tirer une balle dans le pied en montrant tout ce que vous ne maîtrisez pas. Ça c'est vraiment dommage. Voilà, donc ouais, 3 pages c'est bien, vous pouvez n'en faire que 2, vous pouvez en faire 5. 2 c'est quand même pas beaucoup, hein. Si l'éditeur ne vous connaît pas du tout et que vous n'avez pas beaucoup d'autres travaux à montrer, c'est quand même très peu. Pour la couleur, si vous avez envie de faire la couleur vous-même, ou si vous voulez montrer ce que ça pourrait donner en couleur, surtout, vous laissez les planches en noir et blanc et à côté vous mettez la version couleur. Parce que surtout, enfin c'est vraiment quand on dit les goûts et les couleurs ça se discute pas, les couleurs c'est vraiment un truc très personnel. Moi il y a des coloristes que j'adore, j'ai des amis qui sont dessinateurs, pourtant on a des goûts assez communs sur beaucoup de choses, eux ils aiment pas du tout et réciproquement, donc vraiment la couleur ça va beaucoup changer votre trait, votre dessin, ça va beaucoup influencer votre page. C'est pour ça qu'on dit qu'un coloriste peut ruiner des pages comme il peut les sauver. Donc voilà, montrez la version noir et blanc et montrez la version couleur. Parce que peut-être que votre éditeur va vous dire j'adore ton noir et blanc, par contre tes couleurs vraiment c'est pas ça, moi je peux pas signer ça. Donc forcément si vous lui montrez que les couleurs, il risque de pas aimer quelque chose qu'il aurait aimé en noir et blanc. Et parfois aussi, moi ça m'est arrivé une fois, un éditeur m'avait dit le dossier ne m'intéresse pas parce que ça correspond pas à notre ligne éditoriale, ça correspond pas à ce qu'on fait en termes de scénario. Par contre, c'était des planches faites en couleur directe à l'aquarelle, il m'a dit ça, vos couleurs m'intéressent, est-ce que vous voulez faire un essai en tant que coloriste sur un projet? Donc j'avais pas été retenue parce qu'on était 3 à faire l'essai, c'est pas moi qui avait gagné l'appel d'offres, mais voilà, ça donnait ce genre de possibilités. Voilà, donc les pages, écoutez, je pense que j'ai à peu près fait le tour en termes de dossier. Finalement, ça prend du temps à faire, hein, bien sûr, mais au final, c'est assez simple, hein, faut pas faire un truc complètement incroyable. Moi, je vous conseille de ne les envoyer que par mail. Après, ça va dépendre, certaines maisons d'édition veulent des manuscrits, je pense, parce qu'ils reçoivent tellement de choses qu'ils veulent un peu faire un tri. Mais ne vous embêtez pas d'emblée à aller faire imprimer vos planches à je sais pas combien d'exemplaires. Si jamais vous les faites imprimer quand même, faites en sorte que ce soit une super qualité. Si vous avez des planches toutes sombres ou trop saturées, ne vous dites pas « Ah, c'est bon, ça passe ». Non, il faut que vous ayez exactement ce que vous voulez. Parce que si vous, déjà, vous ne reconnaissez pas vos planches alors que vous les connaissez, l'éditeur, lui, il va voir que ça, il va dire « Oh, c'est pas beau ». Voilà, donc envoyez ça par mail, faites un dossier PDF, vous l'envoyez, c'est facile, hein. Enfin franchement on est dans une ère avec internet, c'est tellement facile et accessible, profitez-en quoi, c'est trop bien. Euh, Vous pouvez rédiger un petit mail très cordial, voilà, bonjour, voilà j'ai fait un dossier, machin, merci de votre retour, vous pouvez laisser un nom de... euh, je trouve plus le mot, pardon, de réseau social, donc Instagram, ou si vous avez une galerie en ligne ou quoi que ce soit, donc ça vous pouvez le laisser parce que parfois les gens vont aller voir et vont voir d'autres choses que vous faites qui n'ont rien à voir et vont dire tiens ton projet, je sais rien, ton projet sur les Vikings ne m'intéresse pas, par contre j'ai vu que tu dessinais vachement bien les chevaux, est-ce que tu voudrais faire un projet de western avec nous, on cherche un dessinateur. Vous avez parfois des opportunités qui vont se créer comme ça de façon un peu étonnante et que vous n'avez pas vu venir. Et même pour des projets qui, ben, c'est pas que ça vous intéresse pas, mais vous ne seriez pas allé vers ça spontanément et vous allez vous retrouver dans des nouvelles aventures. C'est ça la vie aussi, c'est plutôt sympathique. Parfois aussi vous allez vous retrouver dans des projets qui vous correspondent pas du tout, vous allez les accepter parce que vous avez besoin de travailler, parce que ça va vous faire un entraînement. Faites juste attention de ne pas rester bloqué dans des cases. Par exemple, si vous aimez dessiner de l'heroic fantasy et qu'on vous propose que des projets très sérieux sur des usines à la moitié du 19e siècle, bon, c'est bien, mais faites attention si c'est pas du tout votre style d'essayer de réorienter les choses à un moment pour pas vous trouver catalogué. Qu'est-ce que je peux dire d'autre?
Donc voilà, envoyez le dossier. Si les éditeurs vous répondent négativement, souvent ils répondent au bout de longtemps, souvent ça va être une lettre type de bonjour, nous avons bien reçu votre dossier malgré les qualités de vos dessins. Ne le prenez pas mal, écoutez, faut se mettre à leur place en fait. Euh, les gens qui sont outrés en disant mais c'est de l'art quand même et machin et voilà et moi je fais quoi pour vivre. Ben ouais, mais eux en fait c'est leur boulot en fait, c'est un commerce. Voilà, je suis désolée de dire ça, mais la bande dessinée c'est plus de l'artisanat que de l'art en fait au final, et ça reste un objet, le livre qui est vendu. Eux il faut qu'ils rentrent dans leurs frais, donc oui, parfois on peut trouver ça injuste, parfois on peut faire des crises de jalousie en disant ah bah du coup il y a machin, il est pris et puis la bande dessinée elle est moche et puis c'est pas très futé et puis machin, mais moi je... Oui, mais les gens ne sont pas obligés de vous le signer, c'est comme ça, les gens font ce qu'ils veulent, c'est comme... Vous n'êtes pas obligé d'être ami avec certaines personnes qui voudraient être vos potes, ben là c'est pareil, c'est le jeu, donc je peux comprendre à quel point ça peut être frustrant, décourageant ou quoi que ce soit, mais c'est le jeu. Également, pensez bien que quand c'est votre premier dossier, que les éditeurs ne vous connaissent ni d'Ève ni d'Adam, ils n'ont jamais entendu parler de vous, ils ne vous connaissent pas personnellement, vous ne leur avez jamais parlé, mettez-vous aussi 5 minutes à leur place. Ça, j'ai mis des années à le comprendre, mais bah, moi, personnellement, je vais dire n'importe quoi, si je dois refaire un mur chez moi, je sais que je vais préférer faire appel à un maçon, soit dont j'ai entendu parler par des amis, soit j'ai eu des bons échos sur lui, soit je le connais personnellement et je sais qu'il fait du bon travail, etc. Si quelqu'un se pointe en disant moi je sais parfaitement refaire les murs, etc., euh, ben oui, mais en fait c'est humain en fait de vouloir travailler avec des gens qu'on connaît. Au-delà du talent, c'est aussi pour des questions de tempérament parce que ben, la personne vous connaît, elle sait que vous êtes fiable. Il y a aussi le fait, si c'est pas votre premier dossier que vous réenvoyez régulièrement, elle sait que vous accrochez. Parce qu'en fait, il y a des gens qui sont très talentueux, mais qui vont baisser les bras très vite parce que c'est un métier quand même très dur. Donc mettez-vous aussi à la place d'un éditeur à qui c'est potentiellement déjà arrivé, qu'il signe un contrat, il a engagé de l'argent, etc. Et au bout de 6 mois, l'auteur ne lui a rendu que 3 pages au lieu de lui en rendre 30. Et d'un coup, l'auteur dit ah non, mais j'en ai marre, je change de vie et je vais aller élever des chèvres dans le Larzac. Je suis sûre que ce genre d'histoire c'est déjà arrivé, voire même ça doit arriver assez souvent. Donc voilà, c'est pas pour défendre à tout prix les éditeurs, mais mettez-vous 5 minutes à leur place et entendez que c'est pas non plus facile de s'engager comme ça avec quelqu'un qu'on connaît pas. Donc c'est d'où le fait de faire plusieurs dossiers, et si vous n'arrivez pas à signer votre premier projet, ben en fait c'est pas si étonnant que ça. Je crois que c'est quand même assez rare de réussir à signer un premier album, surtout quand on est jeune. Si vous avez déjà de l'expérience, même si c'est dans d'autres domaines que le dessin qui n'ont rien à voir, vous allez forcément avoir des expériences de travail ou juste de vie, et que vous n'aurez pas quand vous avez à peine 20 ans et que vous sortez d'école. Donc ben c'est triste, hein, c'est la vie, et je sais à quel point c'est dur d'être jeune, mais voilà, il faut aussi comprendre les gens qui sont en face de vous. Pour ce qui est de transmettre les dossiers, donc comme je vous dis, allez sur les sites, c'est toujours marqué contact, et en général vous avez une rubrique exprès envoyez-nous votre dossier. Donc là vous allez dans cette rubrique, comme ça c'est fait, c'est simple, c'est parfait. Ce que je peux vous conseiller, c'est aussi, si vous avez l'occasion d'aller rencontrer des éditeurs en vrai, c'est quand même pas pareil de communiquer avec quelqu'un par mail et de voir quelqu'un en vrai. On va sentir un feeling ou pas, hein, justement, mais on va se rappeler de vous différemment que d'un vague nom par mail où on n'a pas d'image ou quoi que ce soit. Le rapport humain, ça reste quand même important dans notre société. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller sur des festivals qui invitent des éditeurs. Donc là, spontanément, je pense à Saint-Malo, parce que moi, je l'ai fait pendant des années. Il y a plein de stands éditoriaux où vous allez pouvoir voir des directeurs de collection et des éditeurs. Vous y allez tranquillement, vous avez au moins un exemplaire imprimé de votre projet, ou au moins une tablette pour pouvoir le montrer. Vous allez sur le stand, bonjour, excusez-moi, est-ce que je pourrais rencontrer un éditeur? Vous pouvez prendre rendez-vous. Le mieux, c'est peut-être de prendre rendez-vous, mais vous pouvez aussi le rencontrer entre guillemets un peu entre deux portes. Certains vont vous dire là, j'ai vraiment pas le temps. Certains vont vous faire passer derrière le stand et vont prendre le temps de regarder votre dossier. Certains vont être très gentils avec vous, même si votre projet ne les intéresse pas. Certains vont vous répondre très très mal. Voilà, faut se faire à l'idée, hein. Faut un peu se blinder, parce que si vous arrivez en pensant que vous ne recevrez que des encouragements et de gentilles tapes dans le dos encourageantes, je pense que vous allez tomber de haut et ça risque d'être très désagréable et vous allez passer un très mauvais festival.
Mais voilà, ça peut être vraiment une première prise de contact, ça peut être intéressant et voilà, c'est toujours bien en fait de nouer des liens avec les gens et de pas se braquer. Et une fois de plus, j'insiste un peu lourdement, mais de ne pas se dire «Oh le salaud, il veut pas de mon travail» ou quoi que ce soit. Ah non, c'est des humains et voilà, si vous êtes, désolé pour l'expression, mais si vous êtes vraiment un chien de travail et que vous cherchez juste à placer votre dossier, ça va se voir que vous êtes intéressé et que vous ne voyez la personne que comme une espèce de vache à lait qui est là pour filer du boulot. Euh, c'est pas agréable en fait pour les gens. Enfin, moi, ça m'est arrivé parfois, des gens qui me demandent des stages, ou je sais pas trop pourquoi, qui pensent que moi, je vais pouvoir les présenter à du monde et que je vais leur trouver du taf indirectement, ou j'en sais rien. Je sais pas trop quel rôle ils pensent que je peux avoir, ou quel pouvoir ils pensent que je peux avoir. Mais ça se sent, en fait, quand quelqu'un, il est là, il vous parle uniquement par intérêt, et il parle que de sa pomme, et il en a rien à foutre de vous, ni de votre travail, ni de votre sensibilité en tant qu'humain. C'est vraiment super désagréable, et c'est même blessant en fait, j'ai envie de dire. Bon, pareil du coup, dans ce même état d'esprit, allez voir des maisons d'édition où vous pensez sincèrement que votre travail peut correspondre à leur ligne éditoriale. Moi, une fois, je m'étais fait rembarrer comme ça à Angoulême. Euh, mais en même temps, sur le coup, j'étais vexée, mais en fait, ça se comprend. J'étais allée voir une maison d'édition, j'avais aucune idée de ce qu'ils faisaient. Pas du tout. Je m'étais pointée. Oui, bonjour, vous voulez bien voir mon dossier? Et la personne m'avait rembarré assez méchamment en disant mais en fait vous connaissez pas notre maison d'édition. Mais là ce que vous faites ça n'a rien à faire là. Puis vous savez même pas ce qu'on publie, vous avez même pas pris la peine là tout de suite sur le stand d'ouvrir un délire. Bon c'était il y a 15 ans peut-être, enfin ouais dans ces eaux là, donc c'est pour ça que j'ai du recul et je me permets de dire ça, mais ouais je m'étais senti con sur le coup et à juste titre, c'était vrai que c'était très irrespectueux ce que j'avais fait. Et donc voilà, c'est aller vers des maisons d'édition que vous aimez, aller vers des choses que vous-même vous lisez ou que vous avez envie de faire. Et puis ça va faire aussi un tri. Je veux dire, si vous faites une série, j'en sais rien, super sérieuse et réaliste, etc., sur la police dans les années 1720, n'allez pas voir les éditions Bambou ou Jungle. Enfin, ils vont vous dire mais pourquoi vous êtes là et à juste titre. Euh, Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis sûre que j'avais d'autres choses à dire et j'ai oublié. Euh, Non, mais allez, j'ai peut-être fait à peu près le tour en fait. Mhm. Elle va pas être chiante dans cette vidéo parce que pendant ce temps-là ça tourne. Oui, en termes de festival, donc Saint-Malo, je vous conseille. Je crois qu'il y a des espaces rencontres exprès prévus, des créneaux horaires où vous allez pouvoir présenter votre travail à des auteurs qui vont vous donner des avis. Donc ça, n'hésitez pas, même si c'est pas comme ça qu'on présente un dossier. Mais je crois qu'il y a aussi des rencontres prévues avec les éditeurs. Moi, d'expérience, une fois je suis allée au festival d'Angoulême, une seule fois dans ma vie, j'ai pas du tout envie de retourner, j'ai pas aimé l'ambiance. Désolée pour les personnes qui habitent Angoulême, mais j'ai pas aimé la ville, surtout en plein mois de février. C'était c'était pas super foufou. Euh, et surtout, Angoulême, c'est un énorme festival, ça brasse énormément de monde, tout le monde est stressé, tout le monde est pressé, donc moi j'avais vécu un week-end assez oppressant. Et donc ils organisent des sortes de speed dating. On attend pendant 1000 ans dans un couloir à la suite. On voit plein de gens, certains se sont déplacés de très loin. Moi, dans mes souvenirs, il y avait beaucoup d'auteurs italiens notamment, il y a des américains, enfin il y a de tout. Et vous êtes dans un couloir et vous attendez, vous faites la queue en fait, et j'avais attendu mais vraiment des heures. Et là, vous avez 10 minutes pour présenter votre projet. Et il y a un côté quand même un peu à la chaîne. En plus, c'était une pièce toute noire et tout, il n'y avait pas de fenêtre. C'est vraiment pas un bon souvenir et j'ai eu l'impression que comme il y a un climat qui fait que les gens sont stressés et pressés, c'est pas le meilleur endroit à mon sens pour présenter un dossier. Par contre Saint-Malo, voilà. Mais je dis ça parce que c'est mes festivals de référence, mais en fait il y en a plein où vous allez pouvoir rencontrer des éditeurs, donc voilà, je vous invite à faire ça. Et bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à dire aux éditeurs voilà, que vous êtes ouverts, que vous voulez bien faire des retouches, sans non plus faire la carpette, mais juste, voilà, ne vous braquez pas une fois de plus, c'est normal si l'éditeur vous demande est-ce qu'on peut revoir des choses, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Moi, mon projet L'Or des Fous, il avait été édité aux éditions Aymara, puis aux éditions Plume Verte, tel quel, parce qu'à la base, je l'ai fait entièrement et je l'ai posté sur internet. C'est pas du tout la façon de faire classique. Moi, je l'ai fait comme ça.
les éditions Aymara, que je connaissais déjà personnellement, m'ont contacté. J'avais travaillé avec eux plusieurs fois. Ils m'ont dit: est-ce que ça te dit qu'on édite ton projet? J'avais travaillé avec Plume Verte, on se connaissait bien. Thierry Montfort, mon éditeur, m'avait même aidé sur des pistes pour réécrire un petit peu le scénario, etc. Donc voilà, je savais à qui je m'adressais. Les deux m'ont proposé d'éditer le projet, etc. Donc ça s'est fait comme ça. C'était assez chouette comme moment, parce que normalement, c'est pas comme ça qu'on place un projet. Euh, et ensuite, comme ce n'était distribué quasiment qu'en Guyane française et pas en métropole, j'ai voulu le placer chez un éditeur francophone en Belgique ou en France. Et j'avais eu des retours plus ou moins désagréables, plus ou moins agréables aussi, mais qui n'ont pas donné suite finalement. Mais une personne qui m'avait dit moi c'est d'accord, par contre je veux qu'il soit entièrement mis en couleur classique. Et L'Or des Fous, pour ceux qui l'ont lu, vous pouvez aller le regarder sur internet si vous voulez. J'ai une petite bannière ici. Je vais faire ma petite publicité. Je l'ai mis en ligne entièrement gratuitement sur mon blog. Donc voilà, vous pouvez aller le lire si vous voulez. En fait, c'est un projet qui a vraiment été réfléchi pour être en noir et blanc et que la matière dorée vienne coloniser les pages au fur et à mesure. C'est vraiment, c'est un peu conceptuel, mais c'est vraiment le but de mon histoire. Et du coup, j'avais répondu très poliment à l'éditeur, ben ouais, mais écoutez, le mettre en couleur entièrement, non, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est pas une question de paresse, c'est pas une question d'être braqué ou quoi que ce soit, c'est juste que vraiment l'album a été conçu pour ça, et je vois aucun intérêt à ce qu'il soit mis en couleur classique. Et l'éditeur, il y a des personnalités qui ont des égos particuliers, hein. Il y a des gens très très bien dans les éditeurs, il faut vraiment pas être dans ce truc anti-patronat de tous des salauds. Enfin, moi je suis pas du tout pour ça, je connais vraiment des gens très bien dans les maisons d'édition, qui sont des vrais passionnés, qui sont très cultivés, qui vont vraiment avoir un talent pour vous aider à sublimer votre projet et à en faire quelque chose de plus grand et de meilleur que ce que vous aviez proposé au début, ou même s'ils font pas ça, qui vont très bien vous accompagner, être très bienveillants. Vraiment, moi enfin, je suis pas du tout dans ce truc anti-patron, anti-éditeur ou quoi que ce soit, hein. Moi, je regarde les humains et après seulement je regarde leur statut. Et bref, il y a aussi, bah, comme pour tout, hein, comme pour n'importe qui, des personnalités avec des égos un peu bizarres, qui se vexent, qui prennent la mouche, qui hurlent un peu facilement sur les gens. Alors moi, des gens comme ça, je veux plus en entendre parler. Enfin, comme on dit, on n'est pas là pour se faire engueuler. Accepter certaines remarques, certaines critiques, ça, il n'y a aucun problème. Par contre, quand on commence à vous hurler dessus et qu'on sent qu'en fait c'est juste une bataille d'ego et que le but c'est juste de vous appuyer sur la tête pour, euh, pour vous rabaisser parce qu'il y a un truc de domination malsain, alors moi je veux plus entendre parler de ce genre de truc, hein. J'ai donné, mais je pense que comme dans tous les milieux artistiques et sans doute tous les milieux en général, on va rencontrer des gens comme ça. Moi j'ai arrêté de chercher à comprendre. Mais bref, du coup cet éditeur en question qui m'avait dit qu'il voulait que ce soit mis en couleur, quand j'ai dit bah non, avait pété les plombs, puis enfin voilà, dans ces cas-là, c'est juste, ça glisse complètement, on se fait traiter de diva, de prétentieux, de tout ce qu'on veut, alors que la question n'est absolument pas là, et voilà, c'est toujours très particulier. Mais bon, heureusement, c'est pas, c'est pas une grande vérité, et je pense et j'espère que ça reste quelques personnes qui doivent avoir des problèmes pour se comporter comme ça, qui se comportent comme ça, et que des personnes un peu plus saines et un peu plus bienveillantes et qui ont un peu plus de recul vont juste vous dire ah bon? Bah pourquoi? D'accord. Bah moi j'aime pas. Prochaine fois. Voilà. Il y a quand même des façons délicates de dire à quelqu'un ton projet ne me plaît pas, ou j'en veux pas, ou si tu changes pas ça, bah désolé mais on va pas donner suite. C'est pas grave en fait de pas donner suite, mais rien n'empêche de le dire avec bienveillance. Voilà, je suis désolée si j'ai un peu balbutié, je commence à avoir très faim et j'ai une baisse de tension, donc je parle un peu bizarrement. Enfin, voilà, désolée. J'espère que c'était quand même intéressant. Comme d'habitude, je pense que mes vidéos durent 5000 ans. J'ai du mal à faire des formats courts. Désolée, j'espère que c'est intéressant quand même. Une fois de plus, je me répète, si vous avez des questions euh, sur les métiers d'auteur de bande dessinée, sur quelque chose que vous voulez apprendre à dessiner, sur des conseils, sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander. Je ne suis pas sûre de pouvoir répondre à vos questions parce que j'ai pas réponse à tout, mais je ferai mon maximum pour voir si je peux vous donner des astuces ou quoi que ce soit à mon échelle. Une fois de plus, je me répète, je n'ai pas la science infuse et ce que je vous raconte, ça découle de mon expérience et
de ma façon de faire. Je ne dis pas que c'est la façon de faire absolue, chacun a des expériences différentes, et même dans la façon de signer des contrats ou de travailler, il y a des gens qui commencent à travailler très jeunes, d'autres beaucoup plus tard, il y en a qui galèrent, il y en a qui arrivent très vite, il y en a qui arrivent très vite et après qui tombent dans l'oubli, il y en a qui galèrent très longtemps et qui deviennent des superstars. Voilà, il y a de tout. Et alors par contre, dernière chose, comprenez que c'est un métier de freelance et que vous allez toujours être en recherche de travail et que même si vous faites un album à succès, c'est comme pour la musique, c'est pas ça qui va vous garantir un avenir doré et tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et c'est pas pour ça, c'est pas parce que vous avez fait un succès que vous n'allez pas devoir continuer de faire vos preuves tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc si vous vous lancez dans la bande dessinée, réfléchissez quand même bien et préparez-vous à ça mentalement parce que vous pouvez avoir des grosses périodes de remise en question, de déprime, etc. Et de mais qu'est-ce que je fais là? Et je pense que ce sont des questions qui vont bien avec ce métier. Et ça peut être vraiment très 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 compliqué. Et financièrement aussi, je place ça là, désolé, hein, les vidéos durent 1000 ans, mais c'est relativement mal payé. Je referai peut-être une vidéo dessus exprès, mais on va dire qu'un SMIC officiel en bande dessinée, c'est 150 € la page dessinée. Donc là, je parle pas du scénario. C'est un genre de SMIC officiel qui n'a pas bougé depuis des années et surtout qui n'est pas toujours respecté. Moi, je vais être transparente là-dessus. Pour les planches d'Olivier Collin, pour faire le dessin et la couleur, j'ai été payée, je sais plus si c'était 65 ou 70 € par planche. C'est une somme brute. Donc on prend 25% sur cette somme. On va passer environ une semaine par page, donc vous ramenez ça au mois. Voilà, être payé à peu près 65 € brut par semaine, c'est pas ça qui va vous faire vivre alors que c'est un travail à plein temps. Donc c'est à vous de trouver d'autres contrats mieux rémunérés à côté ou d'avoir un autre travail à côté, ou si vous êtes pédagogue et que vous aimez donner des cours, de faire des interventions d'initiation à la bande dessinée ou au dessin. On a la chance d'être protégé par la charte des auteurs qui propose des tarifs assez élevés, j'en conviens, donc désolé pour les enseignants, etc., qui nous font venir et qui trouvent que les tarifs sont très élevés, mais il faut quand même penser que il nous arrive d'avoir des grandes périodes, non pas d'oisiveté, mais où on va travailler sans être rémunéré, parce qu'on est en train de construire un contrat, un dossier, excusez-moi, on est en train de construire un dossier, on est dans une période de remise en question où il faut qu'on s'entraîne, c'est des périodes naturelles pour un artiste. On ne peut pas toujours bosser, bosser, bosser en étant rémunéré parce qu'on a besoin de ces périodes de remise en question et pour se remettre à niveau et s'entraîner. Euh, cette profession ne propose pas le chômage. Moi, quand j'ai une période de non-rémunération, je n'ai aucun chômage. Le mieux, entre guillemets, que je puisse toucher, c'est le RSA. Et encore, on ne peut pas toujours le toucher parce qu'il faut prouver qu'on est euh, en recherche de travail, etc. Et du coup, on tombe sur un paradoxe parce que forcément, je ne vais pas accepter un boulot de peintre en bâtiment, de secrétariat ou de vendangeuse si en fait c'est juste une période où je suis pas rémunérée mais où je travaille toujours. Donc voilà, j'insiste, c'est pas facile de vivre de la bande dessinée, il faut quand même avoir un tempérament où on est toujours à revenir à la charge et où on accepte ça. Et je pense que moi je le vis beaucoup mieux depuis que j'ai pris du recul par rapport à ça, que j'ai arrêté de m'acharner à vouloir signer à tout prix et où je me dis je suis bien dans ma vie en fait, et s'il y a des périodes d'absence de travail, d'absence de contrat, c'est pas grave, ça va revenir. Ça c'est vraiment un truc que j'ai constaté, c'est que ça fait tout le temps des vagues, tout le temps, tout le temps. D'un coup, vous allez avoir plein de boulot, vous savez pas pourquoi, comment ça arrive, pourquoi d'un coup tout tombe en même temps. D'un coup, vous allez avoir une énorme période de creux, à nouveau du boulot, à nouveau un creux, à nouveau du boulot. Ça, je l'ai appris vraiment au fur et à mesure des années parce que avant, dès qu'il y avait plus de boulot, je me posais des questions, je me disais que j'étais nulle ou je me disais tout simplement qu'il fallait que je... Ah, pardon, je bafouille. Que je devais trouver un autre travail, etc. C'est quelque chose avec quoi vous devrez apprendre à composer absolument, sinon vous allez avoir une vie horrible en fait. Ça va vraiment être un stress, une angoisse permanente, etc. Et c'est très 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 inconfortable. Pareil pour l'argent, parce que voilà, c'est quand même important euh, de vivre et de pouvoir s'en sortir financièrement. On n'est pas tous égaux par rapport ni à nos besoins, ni à nos envies, par rapport aux dépenses d'argent. Selon où on habite aussi, on va pas avoir... le coût de la vie ne va pas être le même. Donc, assumer en fait juste... parce que moi, je connais parfois des gens qui ont des salaires à 4 000 à 5 000 € et ils se considèrent comme pauvres. Voilà, ils vous disent ça au calme. Ils vous disent, voilà, oh là là, c'est dur la vie, moi je suis pauvre, j'ai du mal à finir les mois.
Moi, j'ai toujours travaillé en freelance, j'ai toujours mis de l'argent de côté, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que bah voilà, le salaire, j'ai pas de salaire, ça va pas tomber à la fin du mois, donc il faut apprendre à économiser, ça c'est primordial. Et après, moi, je pense, quand je compare à d'autres personnes, que je suis pas très dépensière et que je me contente d'un mode de vie sans énormément de dépenses, parce que moi, j'ai pas du tout l'impression d'être dans la pauvreté, dans la précarité ou quoi que ce soit. Donc j'en suis super contente, parce que ça n'a pas toujours été le cas, mais vraiment financièrement, moi, j'ai pas du tout à me plaindre. Euh, mais je pense qu'en fait, mon mode de vie et les finances que j'ai ne correspondraient pas à tout le monde, et surtout le fait de les gérer. Et après, voilà, la vie change parfois. Si vous avez des enfants, si vous avez un projet de maison ou quoi que ce soit, si vous avez des personnes à entretenir autour de vous, j'en sais rien, si vos parents doivent partir en EHPAD, c'est horrible ce que je dis, mais ce sont des réalités. Il va falloir quand même que vous ayez des revenus. Donc réfléchissez bien à ça, de comment dégager ces revenus. Négociez mieux vos contrats de bande dessinée, faites des illustrations, mais aussi assumez d'aller vers des personnes qui ont de l'argent. Ça peut faire très comment dire, très intéressé ce que je raconte ou quoi que ce soit, ou j'en sais rien, je sens qu'on va me taxer de discours de... J'en sais rien. Mais en fait, c'est juste important dans la vie d'assumer ses besoins financiers au lieu de geindre en disant je suis pauvre, etc. Je dis pas qu'il n'y a pas de personnes dans la détresse, mais en fait, il faut, il faut pas accepter des situations où on ne file pas d'argent si vous en avez besoin. En fait, c'est juste ça. Personne ne vous a mis un flingue sur la tempe pour, euh, pour vous dire c'est tout, soit tu signes mon contrat à 50 € la page, soit je te tue. Ça marche pas comme ça la vie. Donc, même se plaindre d'un éditeur qui paye très mal, ben, moi je sais que bah, des fois l'éditeur, j'ai été contactée, c'était voilà, est-ce que tu veux faire un projet? Par contre, c'est payé 40 € la page. Je dis bah non, désolé, c'est très gentil, je suis honorée, je vous aime bien, j'aime bien ce que vous faites, mais en fait, moi je ne peux pas me permettre de travailler autant de temps pour ce prix-là en fait. Et c'est pas grave. Et d'autres fois, j'accepte. Par exemple, Lily et Colin, ça me tenait à cœur de faire un album avec Plume Verte et un album pour la Guyane. Bah là, c'était ok, mais c'est mon choix. Je dis pas que tout le monde doit accepter de travailler pour 70 € la page, du coup ça doit faire, je sais pas, à l'heure, ça doit faire à peine 1,50 € si vous ramenez tout ça à l'heure, ça n'a aucun sens. Mais c'est mon choix et il est assumé. Et j'irai pas m'en plaindre après. C'est tout, donc voilà, c'est juste pour dire, je me répète, mais il faut juste assumer les choses. Si vous ne voulez pas faire quelque chose ou si vous vous trouvez lésé ou perdant, mais ne le faites pas, personne ne vous oblige à rien et voilà, vous finirez par trouver autre chose. Faut pas accepter n'importe quoi, faut pas accepter n'importe quelle condition de travail, faut pas accepter de vous faire parler comme un chien et, et après vous venir s'en plaindre surtout. Parce que si vous êtes maso, après tout, vous faites ce que vous voulez, mais c'est le truc d'accepter n'importe quoi et après d'aller péter les plombs en disant c'est vraiment pas juste la vie. Parfois c'est vrai, c'est légitime de se plaindre, c'est légitime de dire que la vie est injuste, c'est très légitime de s'indigner, j'ai pas dit le contraire. C'est juste forcément que si vous acceptez n'importe quoi, euh, vous allez aussi amener une société qui va tendre vers ça en fait. Donc c'est à vous de faire vos choix et de savoir vous positionner au bout d'un moment et d'assumer les choses. Voilà, désolée pour cette note un peu, peut-être un petit peu hors contexte ou je sais pas si c'est politisé ou pas, moi je ne pense pas. Je pense plus que c'est une philosophie de vie et plus proche d'un truc de développement personnel peut-être, mais voilà, c'est vraiment faites vos choix et assumez-les et si ça vous convient pas, ben changez. Je sais que c'est facile à dire comme ça, mais enfin, je me suis retrouvée dans assez de situations très précaires et très compliquées pour, je pense, avoir la légitimité de dire ce genre de choses, tout en sachant que j'ai réussi à rebondir. Ça n'a pas toujours été facile, mais j'ai réussi, donc voilà. Désolée, j'espère que j'ai pas plombé l'ambiance, que j'ai pas été désagréable, que j'ai pas blessé des gens, et que surtout j'espère qu'on va pas me sauter à la gorge en disant mais c'est honteux ce que tu es en train de raconter, parce que ça, il n'y a pas de malveillance ou de, je veux pas être donneuse de leçons en disant tout ça. Voilà, bref, je m'arrête là. Je vous souhaite une très bonne journée à tous, bon courage, surtout bon courage si vous voulez proposer un dossier éditorial, accrochez-vous et bonne chance. Voilà, parce qu'il y a une part de chance qu'il ne faut pas négliger. Très bonne journée.